Bonjour à tous et merci d'être présents à notre conférence sur les troubles cognitifs. On a voulu faire cette conférence pour essayer de répondre à certaines questions que vous vous posez concernant les troubles du comportement de certaines personnes qui nous entourent. Pourquoi il ou elle fait ça, dit ça? Oh, elle n'a pas toute sa tête. J'oublie de plus en plus de choses. Est-ce grave, docteur? Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair et surtout essayer de vous rassurer grâce à la participation de quelques professionnels qui ont répondu présents à notre sollicitation. Et je les remercie très sincèrement d'être avec nous cet après-midi et de prendre sur leur temps. Donc nous avons monsieur le docteur Coumeau, qui est médecin gériatre au centre hospitalier de Cognac et médecin de l'équipe mobile de gériatrie, qui va vous parler de la mémoire, des troubles cognitifs. À côté de lui, il y a Pascal, qui est infirmière de l'équipe mobile de gériatrie, qui parlera de la prise en charge précoce des personnes atteintes de troubles cognitifs. Inès, qui est l'assistante sociale de cette équipe, qui listera pour vous tous les dispositifs sociaux existants pour la prise en charge, notamment la prise en charge financière. Laurence, que vous connaissez, qui est art-thérapeute et qui intervient sur la résidence, elle expliquera le rôle et les aides aux aidants, les conséquences familiales et sociales de ces troubles au sein d'une famille et les bienfaits que l'art-thérapie peut apporter. Ensuite, nous aurons l'intervention de Benoît, qui est enseignant en activité physique adaptée, qui intervient 2 fois par semaine sur la résidence, qui parlera des bienfaits de l'activité physique dans le maintien de l'autonomie. Et Sébastien, qui est coach en santé mentale, qui intervient 1 fois par semaine, qui vous expliquera les bienfaits de ces interventions. Le but de ces différentes activités étant de retarder l'apparition de certains troubles ou, quand ils sont déjà présents, de les stabiliser ou de maintenir, dans certains cas, ce qui reste. Si nous avons sollicité ces personnes, c'est avant tout parce que certaines interviennent ou sont intervenues sur la résidence, que vous les connaissez ou que vous pourriez être amenés à les rencontrer. Un dernier mot sur le déroulement de l'après-midi. Après chaque intervention, un petit temps sera laissé pour répondre à vos questions. Puis, on laissera du temps à la fin pour favoriser les échanges et pour faire parler de vos expériences. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos vécus. Merci à tous et je laisse la parole au docteur Coumeau. Bonjour, donc je vais vous parler de mon expérience en consultation mémoire, puisque 1 fois par semaine, je reçois des personnes pour que l'on essaie de comprendre ensemble ce qui se passe. Alors, vous êtes tous confrontés à même vous, chacun, à des petits troubles de la mémoire et des petites choses qui nous inquiètent. Donc, on a des signes qui nous inquiètent et on se demande d'où ça vient. On a peur que ça soit une maladie d'Alzheimer parce qu'on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer. Heureusement, ce n'est pas toujours une maladie d'Alzheimer. Et donc ces troubles, quels sont-ils? Ça peut être des petits troubles de la mémoire, effectivement, on oublie, on est obligé de nous répéter des choses, on a du mal à se souvenir d'un nom. Mais il y a aussi, on a du mal à se souvenir de certains mots. Au cours du langage, tout d'un coup, il y a un blanc. Donc, il y a des troubles du langage. Et puis, il peut apparaître aussi des troubles praxiques, c'est-à-dire, on avait l'habitude de faire certains gestes et tout d'un coup, on ne sait plus les faire. Ça peut être, on se trompe pour fermer l'eau du robinet, au lieu de le fermer, on l'ouvre. On ne sait plus trop comment s'habiller, on ne sait plus s'il faut mettre tel ou tel vêtement avant l'autre. Et on peut avoir d'autres troubles, comme les troubles gnosiques. On a du mal à reconnaître. Alors, ça peut être des visages familiers, mais aussi des objets. On ne sait plus à quoi ça sert. Puis, on peut avoir comme trouble des troubles de la fonction exécutive, c'est-à-dire la capacité à avoir des projets, à initier une action et à la mener à terme en s'adaptant aux situations nouvelles. Puis, vous pouvez voir aussi dans votre entourage des personnes qui ont des troubles du comportement.
Alors, ça peut être une agitation psychomotrice, ils vont toutes les 10 minutes aux toilettes, ou ils déambulent, et ils ont besoin de bouger, ou ils font des gestes répétitifs, ou bien ça peut être une agressivité, ou un refus de l'alimentation, ou ça peut être aussi des hallucinations. La personne voit des animaux, des personnes, ou bien elle part dans des délires. Ou bien cette personne, tout d'un coup, alors qu'elle était assez réservée, se met à avoir ce qu'on appelle une perte des convenances sociales, à avoir un langage un peu grossier. Voilà. Donc, tous ces troubles qui peuvent arriver et qui nous inquiètent, on va essayer de voir d'où ça peut venir. Alors, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que chacun, on vieillit. Donc, beaucoup de troubles que vous pouvez voir sont simplement liés au vieillissement et ne sont pas forcément liés à une pathologie. C'est vrai que j'ai souvent en consultation de mémoire des personnes qui s'inquiètent et finalement leurs fonctions cognitives sont tout à fait correctes. Parce qu'avec le vieillissement, vous l'avez certainement expérimenté, on a ce qu'on appelle des troubles de l'attention. On a plus de mal à fixer son attention sur les choses. On a également plus de difficultés en ce qui concerne la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire que vous utilisez pour retenir un numéro de téléphone avant de le composer. Vous le gardez en mémoire pendant quelques secondes pour pouvoir le composer. Et plus on vieillit, plus cette mémoire de travail est déficiente. Donc cette mémoire de travail est très importante parce qu'elle permet de garder en conscience des informations assez longtemps pour les intégrer. Et si au bout de quelques secondes tout s'en va, ben c'est difficile d'enregistrer une information. Ça peut être le début de la phrase peut être oublié à la fin de la phrase. Donc, avec des personnes qui ont ces troubles-là, il faudra avoir des phrases courtes si on veut être entendu. Ah, donc voilà. Donc, ces troubles dont on a parlé, hein. On va passer à la diapo suivante. Donc, comme je vous disais, le vieillissement cérébral normal. Avec le vieillissement, la mémoire dite accidentelle, une mémoire automatique. Les personnes jeunes retiennent des choses sans effort. Plus on vieillit, plus il faut se concentrer et faire un effort. La mémoire de travail, on en a parlé. En vieillissant, c'est plus difficile aussi de récupérer les informations. Aller voir dans quel tiroir on a mis l'information. Donc c'est tout une sorte de moteur de recherche qui doit aller rechercher dans le cerveau où sont les informations. Et c'est beaucoup plus lent, plus on vieillit. Et je disais aussi la capacité de concentration et d'attention. Par contre, tout ce qui est mémoire implicite, c'est-à-dire tout le savoir-faire, des apprentissages, tout ça, c'est très résistant au vieillissement. On pourrait arriver à faire du ski même à 90 ans, mais bon, attention. La mémoire sémantique, c'est les connaissances, comme Paris est la capitale de la France. Toutes ces connaissances sont bien fixées et résistent assez au vieillissement. On enrichit notre vocabulaire. Avec le vieillissement, on met en place des stratégies justement pour faire face à nos difficultés et finalement notre expérience nous aide. Alors.
Donc, face à ces troubles, la première chose du médecin, ça va être d'essayer de trouver les causes curables, des choses qui peuvent être traitées ou améliorées. Déjà, des anomalies biologiques peuvent entraîner des troubles de la mémoire, des confusions, des troubles du comportement, comme par exemple le problème thyroïdien, une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, des troubles ioniques, c'est-à-dire du sel, du potassium, des troubles calciques peuvent entraîner des confusions. Il y a aussi j'ai oublié de le noter mais j'en profite pour le dire maintenant, les médicaments. Et ça, il faut faire très attention parce que quand on est jeune, on supporte assez bien les médicaments, mais quand on commence à prendre de l'âge, on les supporte de moins en moins, d'autant plus que de nouvelles pathologies arrivent et arrivent avec elles de nouveaux médicaments. Et on peut se dire que dans 50% des cas, dans les troubles du comportement, il y a une origine liée aux médicaments. Donc c'est vraiment la première chose à regarder. Et il y a beaucoup de médicaments qui sont mal tolérés par les personnes âgées, qu'il faudrait arriver à supprimer. Bon, on a toute la classe des psychotropes contre l'anxiété, les médicaments contre les fuites urinaires favorisent les confusions, des médicaments pour la douleur. Bon, il y en a énormément. La liste est longue. On a aussi des dépressions qui peuvent, quand on vieillit, prendre des formes de démence. C'est-à-dire que la personne se met à avoir des hallucinations, des idées délirantes, des délires, où elle croit qu'elle est surveillée. Il y a des personnes qui lui veulent du mal, ou bien elle a l'impression d'avoir des petites bêtes sous la peau, ou qu'elle a un membre en moins, ou que son conjoint est un persécuteur. Donc, les dépressions peuvent prendre des formes comme ça de troubles du comportement. On a aussi, quand on arrive à 80 ans, c'est une étape assez cruciale, c'est-à-dire que toute la vie, on construit sa personnalité à partir de l'enfance. L'enfance, c'est les fondements d'une personnalité qu'on va construire comme une construction architecturale sur les bases de l'enfance. Et à 80 ans, où pointe la mort, on arrive quand même à un âge avancé, toutes ces fondations sont un peu ébranlées, toutes ces structures de la personnalité bougent, et donc des problèmes non résolus de l'enfance peuvent faire surface. Et donc, on a des troubles du comportement liés aussi à cette étape où il va falloir essayer de résoudre ces problèmes très anciens. Et quelquefois, justement, comme les troubles de la mémoire sont de plus en plus importants et que finalement c'est les souvenirs anciens qui prennent le dessus, c'est peut-être l'occasion de résoudre aussi ces troubles. On en parlait des troubles de l'attention, et c'est vrai que ça c'est une part importante des demandes de consultation mémoire. Parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, quand on n'est pas attentif, on ne peut pas se mémoriser, on ne peut pas mémoriser. On a des situations aussi de stress physiologique, des pathologies organiques et psychologiques qui vont entraîner une confusion sur un cerveau qui est fragilisé. Donc, ça peut s'exprimer par tout un tas de troubles du comportement et des troubles de la mémoire. On a l'épilepsie. Les deux périodes où il y a le plus d'épilepsie, c'est l'enfance
et la personne âgée. Chez la personne âgée, il y a des petites lésions qui favorisent donc des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent simuler une hémiplégie, mais aussi elles peuvent être de façon continue à bas bruit et entraîner une confusion avec des troubles de la mémoire, une désorientation ou des comportements anormaux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent entraîner des symptômes comme une démence. Et puis, il y a une chose auquel il faut penser, c'est l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, le mécanisme, c'est quand vous arrivez dans le sommeil profond, vous savez qu'on a besoin de sommeil profond pour avoir une récupération au niveau physique notamment. C'est un état qui permet une régénération de l'organisme. Quand la personne arrive dans ce sommeil profond, elle s'arrête de respirer. Donc le corps réagit en remontant dans un sommeil moins profond pour pouvoir respirer. Ça fait que cette personne n'a jamais de sommeil profond. Donc ça entraîne des troubles métaboliques comme des problèmes cardiovasculaires, le diabète, mais aussi des troubles de la mémoire, des troubles du fait surtout de troubles de l'attention. Il y a un élément dont je voudrais parler, c'est l'importance du problème de l'isolement. Et c'est une chose à laquelle des personnes ne pensent pas toujours. En vieillissant, il y a finalement les faits, il y a des décès autour de soi, il y a les voisins que l'on connaissait, soit décèdent, soit déménagent, soit vont en maison de retraite. Il y a un peu le vide qui se fait autour de la personne âgée. Les enfants sont de plus en plus loin. Et il faut absolument faire tout pour lutter contre l'isolement, donc l'isolement social. Il y a aussi un autre isolement, c'est l'isolement sensoriel. En vieillissant, on entend moins bien, on voit moins bien. Et moi, je dis souvent, c'est très important de avoir un appareillage auditif, même si on n'est pas gêné pour entendre les conversations. Mais la baisse de l'audition fait que notre cerveau est moins en éveil. C'est plus pour l'attention. C'est-à-dire que l'audition, pour l'homme primitif, l'homme préhistorique, il entendait le prédateur, donc ça lui permettait de se protéger. Et notre cerveau est comme ça, c'est-à-dire que s'il n'entend aucun bruit, il va se mettre au repos, tandis que s'il entend des petits bruits, un petit bruit d'oiseau, un petit craquement, il va se mettre en éveil. Pour tout ce qui est visuel, c'est pareil. Il y a des expériences qui ont été faites avec des jeunes dans des caissons d'isolement. Au bout d'une semaine, ils étaient complètement confus. Donc il faut se dire qu'il faut lutter contre cet isolement à tous les niveaux. Alors, grossièrement, on peut parler un peu de type de syndrome. Bon, on met la maladie d'Alzheimer un peu à part, bien que ces syndromes se mélangent un peu. La maladie d'Alzheimer, c'est surtout des troubles de la mémoire. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des maladies d'Alzheimer avec des formes, avec des troubles de la parole, d'autres avec des troubles de la fonction exécutive, d'autres avec des troubles visuels. Enfin, ça devient finalement assez complexe. Un autre groupe, c'est le groupe des démences frontotemporales qui sont caractérisées par essentiellement des troubles du comportement. Ça débute par des troubles du comportement, c'est les premiers troubles, et ça peut démarrer vers 50 ans, et donc ça entraîne des problèmes au travail, des problèmes sociaux, avec des gens qui se mettent à jouer au jeu, avoir des dettes ou à s'alcooliser. On a un autre groupe, tout ce qui est le groupe des syndromes parkinsoniens.
là avec des différentes... Bon, il y a la maladie de Parkinson qui peut entraîner dans certains cas des démences parkinsoniennes, mais il y a la maladie au cœur de Lévy, la paralysie supranucléaire progressive, il y a tout un tas de démences. Il y a tout le groupe des démences vasculaires qui ont comme caractéristique un caractère très fluctuant et avec des troubles du comportement pas faciles à gérer non plus. Puis on a d'autres démences comme les démences alcooliques ou des démences toxiques. Alors, je voulais parler dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que dès qu'on commence à avoir un petit peu de troubles de la mémoire, ça y est, docteur, j'ai une maladie d'Alzheimer, tout de suite, on s'angoisse. Alors, bon, déjà, on utilise le terme générique, finalement, de maladie d'Alzheimer. Au départ, c'était une maladie qui a été découverte et que c'était une maladie de personnes jeunes, ça débutant vers 40 ans. Et puis, on s'est aperçu que ce qu'on appelait les démences séniles, c'est-à-dire des vieillissements prématurés du cerveau, mais finalement, on retrouvait les mêmes lésions que dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on a tout regroupé sous le terme de maladie d'Alzheimer, ce qui permet d'avoir des financements et une recherche importante à ce sujet. Mais dans ce groupe maladie d'Alzheimer, c'est très hétérogène finalement. Celle du jeune, c'est une maladie qui évolue très vite, tandis que celle des démences séniles, ça peut durer des années et quelquefois ne pas se manifester puisque la personne aura assez de capacité pour faire face à ces difficultés. Donc, il faut se dire que la limite entre le pathologique et le normal est très floue. Et finalement, même si on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, est-ce que ça va évoluer rapidement? Certainement pas si on est une personne âgée, quoi. Et puis, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Bon, vous l'avez vu, il y a d'autres démences. Et puis, il y a d'autres problèmes qui peuvent expliquer les troubles de la mémoire. Alors, pour ça, pour vous détailler un petit peu le processus de mémorisation, grossièrement, il y a 3 étapes dans la mémorisation. D'abord, une phase d'encodage, où on reçoit l'information. Donc, il faut être attentif. Je vais passer à la diapo suivante. Donc, la phase d'encodage, ça fait appel au cerveau antérieur, frontal. Il faut être attentif. L'information qui nous est fournie, il faut qu'elle ait un sens. Si on vous dit quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, vous n'arriverez pas à le retenir. Il faut l'intégrer, il faut en fait faire que l'information soit digérée et qu'on la fasse sienne. Que ça ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais que l'on ait déjà un vécu avec cette information, qu'elle soit reliée à des choses que l'on connaît et qu'elle ait du sens. La deuxième étape, donc, va être d'imprimer cette information, ça va être de stocker cette information dans une zone du cerveau. Donc là, c'est ce qui est en cause dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que la personne va être capable d'intégrer l'information, mais elle ne sera pas capable de l'enregistrer et de la stocker dans une zone du cerveau. Donc cette information va disparaître. La troisième étape sera de récupérer l'information, savoir dans quelle zone du cerveau a été stockée cette information, dans quel tiroir on a l'information. Donc vous voyez que la maladie d'Alzheimer, c'est juste une étape. Enfin, bon, c'est schématique parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'associent, mais en gros, finalement, quand vous avez une difficulté pour intégrer l'information et pour la récupérer, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Par contre, si vous arrivez à intégrer l'information
mais que vous n'arrivez pas à l'enregistrer, ben, là on est dans le cadre plutôt d'une maladie d'Alzheimer. Donc sur ce schéma, on voit les différents types de mémoire. La mémoire épisodique, c'est la mémoire du vécu. La mémoire sémantique, c'était la mémoire comme Paris est la capitale de la France. Ce sont des connaissances que l'on a, mais que l'on ne peut pas relier à un événement vécu, quoi. Oui, je vous disais l'importance du contexte pour se souvenir et de l'attention. Alors, comment prévenir ces troubles? Bon, je vais essayer de dire, moi, un peu la vision que j'ai, mais il y a certainement plein d'autres moyens et on va les développer aussi cet après-midi. Alors déjà, en tant que gériatre, on est assez... on assiste sur les 3 piliers du bien vieillir. C'est tout ce qui est alimentation, avoir une alimentation équilibrée. On sait qu'il faut éviter tout ce qui est, bon, au maximum le sucre, hein, et tout ce qui est les graisses animales saturées, favoriser plutôt le poisson que la viande rouge. Et puis, bon, prendre des légumes, des huiles plutôt l'huile d'olive, des noix, enfin, bon, prendre un petit peu de tout. Les études montrent qu'il y a moins de maladies d'Alzheimer quand on a une alimentation méditerranéenne, mais encore moins de maladies d'Alzheimer si on a une alimentation comme en Inde ou les pays asiatiques. Et c'est vrai qu'ils consomment peu de viande. Le deuxième élément, donc après une alimentation équilibrée, l'exercice physique. Donc essentiellement la marche. Il faudrait que... c'est-à-dire que plus on vieillit, plus il faudrait faire de l'exercice physique. Parce que, bon, à partir de 50 ans, on a quand même une chute d'hormones de croissance, donc d'hormones qui permet la fabrication du muscle. Et pour compenser cette chute d'hormones de croissance, faire de l'exercice entraîne une sécrétion d'hormones de croissance. Donc on pallie, mais plus ça va, plus cette hormone baisse. Donc plus il faudrait faire d'exercice physique. Alors, ce qui est recommandé, c'est de marcher 1 heure par jour. Et puis, vous allez développer... et le troisième pilier, la relation. En fait, vous savez que, nous sommes des êtres de relation. Un bébé, s'il n'est pas en relation, il meurt. On a tous besoin de relations. Et un bébé, c'est vrai qu'il aura plus facilement des relations avec l'entourage, ses parents. On va s'émerveiller devant un nouveau-né. Mais à partir d'un certain âge, l'émerveillement, bien qu'il y a toute une richesse derrière chaque ride, mais c'est vrai que l'isolement est plus facile. Et il va falloir lutter contre cet isolement, mettre tout en œuvre pour favoriser les contacts sociaux, la communication. Bon, je parlais aussi d'avoir des prothèses auditives, être opéré de la cataracte, favoriser tout ce qui permet la communication. Donc voilà les 3 éléments important et il faut en oublier aucun des 3. Et bien vieillir, c'est aussi protéger son cerveau. Donc c'est une protection contre les troubles cognitifs. Du point de vue médicamenteux, on sait que, par exemple, oui, des études ont été faites. Finalement, en faisant des biopsies sur des cerveaux après les décès des personnes, finalement,
beaucoup avaient des lésions de type maladie d'Alzheimer à partir d'un certain âge. Même à 100 ans, c'est 100% de lésions de type Alzheimer. Mais tous n'ont pas développé une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que et ceux qui développaient une maladie d'Alzheimer avaient souvent d'autres lésions plutôt vasculaires, neurovasculaires. Donc, c'est vrai que c'est très important d'agir sur tout ce qui est vasculaire, protéger le cerveau et quand on a de l'hypertension, prendre un traitement pour l'hypertension. Le diabète, c'est pareil. L'hypercholestérolémie aussi, bien que là, à partir d'un certain âge, donc on va développer les thérapies non médicamenteuses. Bon, il y a l'orthophonie pour tout ce qui est trouble du langage ou stimulation cognitive. C'est vrai que quand on est bloqué pour parler, ça nous isole vis-à-vis des autres, on perd confiance. Et l'orthophoniste est là pour vous redonner confiance et puis entretenir ce qui reste de langage. Il y a les ateliers de stimulation cognitive, on va en parler. Il y a des accueils de jour, on peut faire ces stimulations. Il y a les équipes spécialisées Alzheimer qui peuvent venir au domicile. Apparaissent de plus en plus des jeux informatiques de stimulation et bon, ça va certainement se développer justement pour se mettre dans des situations qui permettent d'entretenir le cerveau. Il y a l'art-thérapie et puis bien d'autres, l'activité physique, voilà, vous allez développer. Au point de vue médicaments, il y a les antidépresseurs, puisque quand soit la dépression simule une démence, ou bien le fait d'avoir des troubles cognitifs entraîne une dépression, la perte de ses capacités, et donc les traitements antidépresseurs peuvent être un appoint et améliorer la situation. Il y a les anxiolytiques pour jouer sur l'angoisse, parce que l'angoisse peut entraîner des troubles du comportement. Et puis dans des situations un peu difficiles, avec notamment des délires, des hallucinations, on peut utiliser des antipsychotiques, des neuroleptiques. Pour terminer, ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où une personne perd ses capacités cognitives, elle va avoir beaucoup de mal à s'adapter à toutes les situations. Et ça va être l'environnement qui va devoir s'adapter. Alors l'environnement, ce sont les aidants, la personne, le conjoint, qui va devoir prendre sur elle, s'adapter, écouter. Et puis, bon, ça va être, on va devoir adapter des aides à domicile. Ça va peut-être être aussi le domicile. Donc, pour ça, il y a tout un tas de dispositifs. Je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez des questions... Et puis on a l'IRM cérébral, puisque c'est plus précis que le scanner. On mesure la taille de l'hippocampe, puisque la structure atteinte dans la maladie d'Alzheimer est essentiellement l'hippocampe. Enfin, ça fait partie des structures atteintes. Et en mesurant la taille, on peut déjà évaluer aussi même le degré de maladie d'Alzheimer. On a ce qu'on appelle des scintigraphies de perfusion cérébrale qui vont nous indiquer quelles zones du cerveau fonctionnent bien et fonctionnent mal. Et dans la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt certaines zones qui sont les zones associatives et postérieures plutôt. Contrairement à la démence frontotemporale ou la dépression, c'est plutôt antérieur, dans le cerveau antérieur. Et puis, on a un troisième élément de diagnostic, c'est la ponction lombaire.
alors qui doit se faire dans un centre un peu spécialisé parce que c'est une analyse très spécifique où on va rechercher. Alors, la maladie d'Alzheimer, il y a deux processus au niveau d'atteinte des neurones. Il y a ce qu'on appelle les plaques séniles et puis l'atteinte de la protéine tau, une phosphorylation. Enfin, donc, dans le liquide céphalorachidien, on recherche des éléments marquant cette atteinte. S'ils sont présents, effectivement, c'est un argument pour la maladie d'Alzheimer. Par exemple, dans la démence frontotemporale, on n'a que certains éléments et pas d'autres. Ça permet de aussi faire... Parce que finalement, cliniquement, ce n'est pas toujours évident. Mais finalement, on a 3 éléments qui nous permettent de faire le diagnostic. Il y a des recherches pour d'autres par rapport à des prises de sang, mais je crois que ce n'est pas encore au point. Alors, c'est vrai je n'ai pas développé, on a grossièrement 3 zones, 3 parties dans le cerveau. On a le cerveau reptilien, qui est le cerveau automatique pour les fonctions vitales, la respiration. C'est un cerveau où il n'y a aucun lien entre les neurones, il n'y a pas de communication. Il faut que ça aille directement au but. Ensuite, il y a eu le cerveau des mammifères. Donc c'est un cerveau où il commence à y avoir des liens. C'est le cerveau des émotions, mais c'est aussi le cerveau des idées préconçues, des fausses croyances. Il ne faut pas rester non plus dans ce cerveau-là, puisque justement on peut rester dans les idées préconçues. Et il y a le nouveau cerveau, qui est le néocortex, où là, il y a des milliards et des milliards de communications. Et c'est vrai qu'il faut essayer de jouer. La communication vraiment se fait avec ce cerveau-là. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans les idées préconçues parce qu'on ne peut pas rentrer dans la richesse de la relation. Donc nous allons poursuivre avec Pascal qui va parler de la prise en charge précoce par rapport notamment à l'équipe mobile de gériatrie dont elle fait partie. Bonjour à tous, je vais tenter de vous présenter notre travail à tous les 3. L'équipe mobile gériatrique, qu'on appelle aussi EMG, a été créée en octobre à l'hôpital. C'est donc une équipe toute jeune. On intervient auprès des personnes âgées de plus de 75 ans, même si ce n'est pas une limite d'âge très rigide. Personnes qui sont domiciliées sur la communauté de communes, les 58 communes autour de Cognac, et puis aussi toute la zone de Rouillac. Je ne sais pas, c'est vrai. On intervient en intra-hospitalier, dans les institutions et aussi au domicile des patients. Et fonction de notre lieu d'intervention, nos missions sont un peu différentes. Quand on intervient en intra-hospitalier, c'est à la demande du médecin du service dans lequel la personne âgée est hospitalisée. L'idée, c'est de tenir compte de son autonomie, de son degré d'autonomie et de construire ou de réadapter le projet de soins, le projet de vie au plus près de ses souhaits. L'idée, c'est aussi de réduire au mieux la durée d'hospitalisation, puisque j'ai coutume de dire que la vraie vie, elle n'est pas à l'hôpital, elle est chacun à son domicile. Bien sûr, on fait ça en lien avec les médecins, l'assistante sociale du service, les familles. Voilà pour ce qui est de notre intervention à l'hôpital. Dans les institutions, on rencontre aussi les résidents, leurs familles, les équipes. Et là, on évalue, on fait ce qu'on appelle une évaluation gériatrique. On a des échelles standardisées qui nous permettent de faire un bilan assez objectif de l'état d'autonomie de la personne. On évalue, par exemple, la marche, la nutrition, son humeur, l'état de continence, les déficits sensoriels, dont vous a parlé Dr Koumou tout à l'heure au sujet des traitements qu'on appelle iatrogénie, la douleur, tout ce qui peut faire que la personne devient fragile. Donc en institution,
l'équipe peut nous appeler en cas de difficulté, si la personne a des troubles du comportement, qu'ils ont du mal à la prendre en charge. À ce moment-là, on rencontre, on cherche ensemble des solutions, on entend la famille, bien sûr, on voit la personne. Voilà pour ce qui est de l'institution. À domicile, on va en équipe pluridisciplinaire, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'équipe était composée du médecin, de l'assistante sociale et de moi-même, l'infirmière. Fonction des besoins sur chaque situation, on va avec tous ou pas tous. On fait ce même genre d'évaluation pour essayer d'agir en amont, éviter autant que possible des hospitalisations, voire des récidives d'hospitalisation. Et si besoin vraiment d'une hospitalisation, on peut plutôt la programmer et éviter le passage aux urgences qui est parfois assez compliqué. Donc au domicile, on peut proposer des solutions pour adapter les aides, pour adapter les installations, tout ça dans le but de préserver le maintien au domicile le plus longtemps possible. Chose importante, la demande pour qu'on intervienne est toujours médicale, c'est-à-dire ou le médecin coordonnateur dans une institution, ou le médecin du service à l'hôpital, ou votre médecin traitant. C'est eux qui font la demande, puisque nous, on va sur place faire une évaluation à un instant T, de manière très ponctuelle, et on va donner des conseils d'une équipe spécialisée, mais après, c'est votre médecin traitant qui met les choses en place, c'est-à-dire une prescription pour aller médicaliser, un changement de traitement, le kiné, enfin tout ce qui peut être prescrit, c'est lui qui le fera. Donc bien sûr, vous pouvez penser que vous avez besoin de rencontrer cette équipe, mais c'est avec lui qu'il faut en parler et c'est lui qui fait la demande. Nous, après évaluation, bien sûr, on est en contact avec lui, on fait un compte-rendu assez rapidement, on fait un compte-rendu verbal, puis dans un second temps, il reçoit un compte-rendu écrit. Voilà, et puis s'il y a des pertes d'autonomie, une dégradation de l'état, on peut retourner et refaire avec les échelles une seconde évaluation, mais sinon on s'arrête à une fois. Donc maintenant, c'est au tour d'Inès qui va vous parler des dispositifs sociaux qui existent, et notamment au sein sur Cognac et les alentours. Bonjour à tous. Donc moi c'est Inès Gauthier, je suis l'assistante sociale de l'équipe mobile et aussi je suis assistante sociale sur l'hôpital de Cognac. Donc moi je vais vous parler de tous les dispositifs et tous les acteurs qui interviennent dans le champ, des troubles cognitifs et tout ce qui peut répondre aux difficultés rencontrées par ces personnes-là. Donc, un des plus gros acteurs dans ce domaine, ça va être le département, avec le pôle solidarité service aux personnes, avec deux grands dispositifs phares qui sont l'allocation personnalisée d'autonomie et l'aide sociale à l'hébergement. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, c'est une allocation qui peut servir à payer en totalité ou partiellement les dépenses nécessaires pour vous permettre de rester à votre domicile. Donc ça, c'est l'APA à domicile. Mais ça peut aussi aider à payer une partie du tarif dépendance de l'établissement médico-social dans lequel vous êtes hébergé. C'est l'APA en établissement. Donc il y a plusieurs conditions d'attribution. Le premier, c'est d'être âgé au moins de 60 ans, d'être en situation de perte d'autonomie et avec un besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne, donc c'est-à-dire l'aide à la toilette, le repas, voilà, toutes ces choses-là, les transferts dans la maison. Et il faut dépendre de 4 degrés d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, la perte d'autonomie, elle est évaluée grâce à une grille AGIR. Donc c'est une grille qui définit plusieurs degrés de perte d'autonomie allant du GIR 1 au GIR 6. Le GIR 1 étant la perte d'autonomie la plus forte. Donc si vous dépendez du GIR 1 à 4, ce sera bien l'allocation d'autonomie qui prendra en charge votre dépendance. Et si vous dépendez du GIR 5 à 6, donc c'est-à-dire les GIR les moins dépendants, ce sera votre caisse de retraite. Donc cette aide-là, ça peut être une aide au financement
pour les aides à domicile. Ça peut aussi concerner la livraison de repas. Il y a souvent des associations qui font le portage de repas au domicile. Donc ça peut être une aide à ce financement-là. Il y a aussi des aides techniques et des mesures d'adaptation de logement, notamment quand c'est pas adapté au niveau de la salle de bain, qu'il y a une baignoire et qu'il faut faire une transformation, ou même adapter le logement avec des rampes ou quoi que ce soit. Et ça peut aussi concerner un aide au financement à l'accueil temporaire en établissement. Par exemple, on fait souvent ce genre de demande quand l'aidant principal, un des membres du couple est hospitalisé ou a besoin des fois un petit peu de répit. Il peut y avoir un accueil temporaire qui se fait dans les établissements. Et donc, ce plan qui est fait à pas peut concerner cet accueil-là. Donc, cette demande, elle se fait auprès du département. C'est un dossier spécifique qu'il faut demander auprès de son département. Vous pouvez les trouver dans les CCAS ou bien auprès des travailleurs sociaux, tels que les travailleurs sociaux dans les hôpitaux ou autres. Sinon, il peut être aussi trouvable sur le site de votre département. Donc, l'instruction, elle se fait par les travailleurs sociaux ou par vous-même. Une fois que ce dossier est reçu au sein du département, une personne qui est chargée de l'évaluation vient au domicile, rencontre la personne dans son domicile et dans son environnement personnel et évalue le fameux degré de dépendance, donc de 1 à 6 en fonction de son évaluation. Voilà. Ensuite, il y a aussi un autre dispositif qui s'appelle l'aide sociale à l'hébergement, l'ASH. Donc celui-ci, il permet en fait d'aider au financement de l'hébergement en structure médico-sociale quand les ressources sont inférieures au montant des frais engendrés par la structure. Donc il faut être âgé de plus de 65 ans et résider en établissement tel qu'un EHPAD, un USLD ou dans une résidence autonomie habilitée à recevoir l'ASH. Donc il y a des conventions qui sont faites avec le département et les structures. La démarche, c'est exactement la même que pour l'APA. Il faut récupérer le dossier, donc c'est un dossier différent par contre. Il faut récupérer le dossier auprès des mairies, dans les CCAS. Et c'est ces personnes-là qui vont instruire la demande. Et ils vont faire une évaluation pour voir si vous pouvez effectivement bénéficier de cette aide-là. Le montant, il va être calculé en fonction de vos ressources et aussi en fonction des ressources de votre entourage, sachant que c'est une aide sociale qui est récupérable après sur l'héritage. Donc souvent, il faut calculer à ça, sachant qu'il y a ce sera les obligés alimentaires qui seront sollicités en premier si la personne n'a pas les ressources pour financer l'aide. Ensuite, on a un autre acteur assez important, ça va être les caisses de retraite. Parce que les caisses de retraite, elles interviennent justement lorsque le degré de dépendance ne fait pas partie du dispositif APA, donc le GIR 5 ou 6. Là, ça va être les caisses de retraite qui vont apporter une aide au financement. Alors, elles vont se caractériser sous plusieurs formes. Chaque caisse de retraite a son plan d'aide et a ses conditions de ressources, ses conditions d'attribution, donc ça va être très variable. Mais globalement, ça se rejoint surtout pour justement ces grands axes, faire face aux difficultés dans la vie quotidienne, donc adapter le domicile avec une aide au ménage, livraison de repas pour les courses. Il peut aussi mettre en place la téléassistance ou l'aménagement du logement, notamment ce dont je parlais tout à l'heure avec les salles de bain, les rampes qu'il faudra adapter. S'il y a besoin d'aide après une hospitalisation, au retour d'hospitalisation, on est des fois un petit peu faible, on a besoin d'une aide ménagère assez temporaire. C'est pas pour installer ça de manière définitive, mais les caisses de retraite peuvent aussi vous aider à ce niveau-là. Voilà, après, en fonction des caisses de retraite, toutes ne le font pas. Par exemple, là, il y a des aides, il y a certaines caisses de retraite qui vont faire des aides pour les déménagements ou pour les réaménagements. C'est vraiment en fonction de la caisse de retraite et de la cotisation qui a été faite. Et favoriser aussi le lien social. Il y a pas mal de caisses de retraite justement qui font certaines activités spécifiques avec des sorties spécifiques pour pouvoir favoriser le lien social. Donc là, par exemple, je mets l'exemple de la Girarco
Un dispositif, c'est Sortir Plus, voilà, qui en fonction aussi des départements, parce que tout le monde ne le fait pas, mais en fonction des départements, peut amener à proposer des activités tous les mois assez variables. Il y a aussi les mutuelles qui peuvent être actrices et aider au financement de ces aides-là. Mais de moins en moins, on arrive à avoir des financements des mutuelles de moins en moins. Donc, mais il faut quand même solliciter, des fois il y a, en fonction des cotisations. Il y a aussi un grand acteur qui est l'État. Et suite aux différents plans Alzheimer qui ont été faits, plusieurs dispositifs en sont découlés, notamment ceux qui sont affichés ici. Donc on a les PASA, les pôles d'activité de soins adaptés, qui permettent d'accueillir au sein des EHPAD sur des temps donnés des personnes qui répondent à ces critères-là et qui font des activités adaptées en fonction de leurs problématiques. Il y a les UHR aussi, c'est les unités d'hébergement renforcées dans les EHPAD et USLD qui vont être spécifiques pour les personnes qui vont avoir tendance un petit peu à vouloir sortir de la structure. Là, ça va être des structures qui sont fermées et surveillées. Il y a aussi l'ESA, donc équipe spécialisée Alzheimer, qui accompagne les personnes malades d'Alzheimer qui vivent à leur domicile et qui accompagnent aussi les proches. L'objectif est de rester le plus longtemps à leur domicile. Ces interventions se font sur prescription médicale et se déroulent sur 12 à 15 séances en général. Vous avez aussi la Maya, qui est un dispositif assez présent sur le territoire. C'est une méthode d'action pour l'intégration des services d'aide de soins dans le champ de l'autonomie. Ça va être des personnes qui vont venir accompagner la personne dans tous ces actes de la vie quotidienne. Ça va être un soutien pour la famille et pour la personne au domicile dans toutes les démarches. Il y a aussi la plateforme des aidants. La plateforme des aidants qui est ici sur Châteauneuf, c'est ça. Et en fait, qui va être exclusivement pour les proches, pour les familles aidantes et qui sont peut-être un petit peu affaiblies, fragilisées et épuisées. Voilà, ça va être un soutien pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent aussi passer le relais un petit peu, ne serait-ce que parler, faire des activités pour elles. Voilà, globalement, tous les dispositifs qui existent sur le territoire aujourd'hui. Alors, en fait, si vous voulez, il y a quelques années, ça s'appelait les dispositifs Alzheimer, et le dernier plan s'appelle le plan maladie neurodégénérative, donc en fait, voilà, qui représente... Maintenant, techniquement, avec le mot en tant que tel Alzheimer, on n'a plus que l'ESA, qui s'appelle l'équipe spécialisée Alzheimer, et qui, eux, vont suivre spécifiquement les personnes atteintes d'Alzheimer. Non plus. Aussi, en fait, les maladies neurodégénératives. Voilà, donc finalement, maintenant, ça s'est un petit peu ouvert à toutes les maladies. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on disait maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Bon, il faut voir toutes les maladies neurodégénératives, mais ça peut être même aussi les démences vasculaires. C'est pas neurodégénératif, c'est lié soit à un AVC, soit à des petites lacunes. Mais le problème est toujours le même, quoi. C'est comment aider les personnes à rester à leur domicile, comment maintenir leur capacité restante. Donc tous ces dispositifs, c'est pour permettre, en gros, oui, que les personnes restent chez elles dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais passer le micro à Laurence, qui maintenant va vous parler du rôle et de l'aide aux aidants. Bonjour, je suis Laurence Guillot-Noël, je suis art thérapeute, installée depuis 2010 dans un petit hameau au cœur, effectivement, du vignoble cognacais, à mi-distance entre Angoulême et Cognac, qui s'appelle Mérignac, juste à côté de Jarnac. J'exerce dans mon propre cabinet en tant que libérale où je reçois des enfants, des adolescents, des adultes en activité au sortir d'activité. Et puis, depuis mes premières heures, j'interviens également dans les institutions qui accueillent les personnes plus âgées, les aînés. Alors, ici, au Jardin de Louise, où nous avons un partenariat depuis 2010, et puis également à Angoulême et également à Yersac, où j'interviens dans un accueil de jour. Alors, je vais venir vers vous aujourd'hui pour vous parler effectivement plus du rôle de l'aidant, parce qu'effectivement, il est au cœur de la vie de la personne qui souffre des troubles cognitifs.
Alors, mon propos va s'articuler autour de différents éléments. Le rôle et l'aide que doit avoir l'aidant vis-à-vis de cette personne qui souffre de troubles cognitifs, l'aide que l'aidant peut justement recevoir, dont il a été déjà abordé quelques points juste précédemment, les conséquences de l'arrivée de cette pathologie dans le milieu familial et également dans la vie sociale. Et puis, dans un dernier temps, mais là j'aborderai le sujet après tous mes collègues, les bénéfices, l'art-thérapie et ses bénéfices. Alors, le rôle et l'aide de l'aidant. Dans mon quotidien, je suis souvent confrontée à une régularité de questions et j'ai essayé de tout synthétiser dans un document pour que vous puissiez peut-être y trouver, vous aussi, des réponses si jamais la situation se présente. Alors, un aidant, il a un rôle et une aide vraiment particulière. Et ça, dès le départ, par rapport à sa vigilance aux signes d'alerte. Comme le disait tout à l'heure le docteur Coumeau, il y a des signes qui, effectivement, doivent mettre en alerte. Mais ces signes-là, on ne les perçoit pas forcément dès les premiers instants. Alors, j'ai essayé de récapituler justement quels pouvaient être tous ces signes-là. Alors évidemment, le trouble de mémoire qui peut nuire à la vie de la personne, c'est-à-dire une personne qui part chercher le pain et qui se retrouve à la gare. Là, effectivement, il y a une notion de nuisance. Les difficultés d'orientation dans l'espace. Quelqu'un qui va chercher le pain et qui va se retrouver aux toilettes, dans sa propre maison. Une personne qui va rencontrer des difficultés de langage. Alors, on a effectivement le manque du mot. On va chercher le mot désespérément. Ou alors on va employer le mauvais mot à la place de celui que nous aimerions employer. Aussi, dans le quotidien, on peut être confronté à des difficultés de calcul tout simples. Une addition très simple qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent, un jour ou l'autre, eh bien, elle peut éventuellement être difficile à réaliser. Un changement d'humeur, comme il était dit tout à l'heure, changement d'humeur et changement de comportement. Une personne qui, habituellement, est plutôt d'un tempérament joyeux, devient peut-être à un moment quelqu'un de très agressif. Là, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Le changement de personnalité aussi. Quelqu'un qui va avoir une attitude très paisible peut justement être beaucoup plus agressive. Là, on peut se dire, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas classique, qui n'est pas de l'ordre du normal. Les difficultés dans l'exécution des activités et des tâches quotidiennes. Alors, on peut avoir à un moment une difficulté à mettre le couvert, par exemple, à s'habiller dans le bon sens, les vêtements, à effectivement prendre le verre d'eau pour rincer ses dents et pas le verre d'autre chose qui pourrait être sur l'évier de la cuisine. J'ai eu le cas récemment de quelqu'un effectivement qui a pris la bouteille d'eau de Javel sous l'évier. Et oui, mais il faut être vraiment attentif, on y viendra après. Les tâches aussi du quotidien, ça peut être des tâches qui ont été le quotidien d'une personne. Elle excellait dans un domaine et du jour au lendemain, vous voyez qu'elle n'y arrive plus. Ça doit être également un signe d'avertissement pour vous. Les recherches d'objets égarés. Alors, quand vous cherchez 50 fois le même objet dans la journée, là, vous pouvez être sûr que peut-être il y a une préoccupation et une attention particulière sur justement peut-être un trouble. Le manque d'enthousiasme. Une personne qui était toujours partante pour plein de choses peut à un moment vous dire « comme tu veux, j'ai pas envie, si tu veux, je préfère rester là ». Ce manque d'enthousiasme qui n'existait pas avant doit être également un signe d'alerte. Tenir compte également des plaintes que peuvent émettre des personnes et la conscience que cette personne peut avoir justement de ces troubles. Alors on a souvent tendance à dire oui, ça fait partie du vieillissement, tu deviens une personne âgée, c'est normal que tu perdes un petit peu tes idées. Mais vraiment cette personne, elle est en souffrance et elle vous indique des plaintes et elle a conscience de son trouble. Et cette conscience, si elle s'amplifie, peut vous mettre vraiment dans une situation difficile parce que comment répondre, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, comment répondre effectivement à une personne qui est tout à fait consciente des défaillances qu'elle est en train de vivre et qui vous l'exprime. On n'est pas forcément préparé, on ne sait pas forcément quel bon mot employer. En tout cas, quand il y a une manifestation de la personne elle-même, il est bon également de la considérer comme un signe d'alerte. Alors, deuxième question qu'on vous pose souvent, que faire?
Alors, certaines réponses vous ont été apportées tout à l'heure. Effectivement, pour synthétiser, la première, ça va être de pratiquer un examen médical spécifique. La première personne à aller consulter va être votre médecin traitant. Il est effectivement la porte d'entrée, le pivot du diagnostic. Et il va donc vous guider, ensuite vous diriger vers les équipes spécialisées qui vont vous permettre d'établir tous les bilans qui vous ont été donnés tout à l'heure. Donc pour nous, la référence, c'est le docteur Coumeau, ici. Le rôle également de l'aidant est important au moment du diagnostic. En fait, le docteur va vous poser des tas de questions, notamment, est-ce que vous avez souvenir des dates, des premiers troubles, des traitements qui ont été prescrits et surtout comment ils ont été pris? Vous disiez tout à l'heure, il y a parfois une prise un petit peu anarchique de certains médicaments et les effets peuvent être effectivement assez dévastateurs. Les habitudes de vie de la personne, comment était cette personne auparavant? Comment est-elle aujourd'hui? Les modifications de caractère, on l'a vu tout à l'heure, et puis éventuellement aussi des interventions chirurgicales à plus ou moins long terme, des accidents qui ont pu avoir lieu, des chutes éventuelles avec des traumatismes crâniens qui peuvent être également des déclencheurs. Donc ça, c'est le rôle de l'aidant dans la participation effectivement à la prise en charge et au diagnostic. Le rôle de l'aidant et son aide dans le quotidien. Tout d'abord, par rapport à son proche, il va avoir différentes actions, différentes missions, si je puis dire. Accompagner, ça vous l'avez compris. Cet accompagnement va aussi consister à savoir rassurer, à apaiser, à sécuriser, à guider et à écouter. Mais le rôle de l'aidant doit ici aussi à un moment être un petit peu égoïste. C'est-à-dire qu'il va devoir savoir apprendre à accompagner, mais sans endurer, sans subir et donc sans souffrir. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Le rôle de l'aidant va être aussi d'accepter un accompagnement avec une mise en place de stratégies de soutien. Donc là, c'est toute la panoplie des principes qui vous ont été proposés tout à l'heure. L'aide aux aidants, cette fois-ci. Plusieurs éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Donc les nouvelles règles de vie, c'est d'abord le premier élément qui va effectivement perturber la vie d'un aidant. Son changement de vie va être totalement radical. Son statut. Au départ, on était l'époux, l'épouse, l'enfant du proche, mais plus les mois vont passer, plus on va avoir un statut beaucoup plus important. On va devenir son soignant. On peut aussi, avec l'évolution de la pathologie, on peut devenir également son papa ou sa maman parce que le vocabulaire et la mémoire fait qu'on devient malgré nous le papa, la maman, même si on est l'époux, le conjoint ou l'enfant. Donc ça aussi, il faut y être préparé parce que ce n'est pas forcément évident à intégrer quand on n'y est pas préparé. Les responsabilités. On est au départ une personne autonome, on s'assume, voilà, et le conjoint ou le parent s'assume. Mais il y a un moment où, effectivement, le diagnostic est posé, on devient automatiquement responsable de la santé de son proche et de tout ce qui va aller avec. Et puis, effectivement, la vie dans son ensemble, à partir de ce diagnostic, elle va être totalement modifiée et elle n'aura plus rien à voir avec l'avant. C'est-à-dire que quand on a été conjoint, retraité et heureux d'avoir fait plein de choses ensemble, il faut bien imaginer que la vie va être vraiment radicalement différente. La vie sociale est également très impactée. Il en a été évoqué tout à l'heure différents points. Cette vie sociale fait partie, effectivement, lorsque les enfants ont quitté le nid et qu'on a arrêté le travail, est un point très très important de la vie. Et quand la maladie arrive, eh bien évidemment, ça veut dire que l'âge est également avancé, qu'on peut avoir des modifications dans notre environnement, le voisinage peut changer, les proches peuvent aussi déménager, et puis les amis peuvent aussi rencontrer des difficultés. Ce qui fait que notre cercle social va de plus en plus se restreindre. Donc on se ferme au monde indirectement et involontairement. Le proche devient également le centre de la vie de l'aidant et vice-versa.
l'aidant devient le centre de la vie du proche. Et l'aidant devient aussi le cœur du dispositif de soins. Donc ce mot responsabilité, il est lourd de sens. Les facteurs qui rendent ce rôle parfois difficile à porter, ils sont nombreux. Il y a effectivement la contrainte, auquel on n'était pas forcément préparé, le don de soi, la fatigabilité, c'est un rôle difficile qui peut être épuisant, l'énervement, que l'épuisement peut faire toucher du doigt dès qu'on est trop fatigué, l'accumulation des préoccupations et des obligations dans le quotidien, le manque de repos et de sommeil, il en a été également question tout à l'heure pour la personne souffrant de troubles, mais c'est la même chose également pour son aidant. L'âge également de l'accompagnant, effectivement, à n'importe quel âge, on ne va pas avoir le même ressort ou les mêmes capacités. L'état de santé également de l'aidant, en sachant que quand on a additionné toutes les contraintes au début, on peut avoir une santé qui peut éventuellement commencer aussi à donner des petits signes de faiblesse. Le soutien des proches, des aidants que l'on peut avoir autour de soi, et puis les aides que l'on peut mettre en place avec ce qui existe sur le secteur. La complexité va être de préserver donc des moments pour soi, des moments de repos, des moments de vie sociale pour se ressourcer, pour s'extérioriser et surtout pour assumer le rôle de l'aidant au mieux au moment où il faudra. Les dispositifs relais, on les a vus tout à l'heure, ils sont nombreux sur notre secteur et ils peuvent venir en aide aussi bien à domicile qu'à l'extérieur de votre domicile. On en a vu quelques cas tout à l'heure. Et pour mon cas personnel, pour l'extérieur du domicile, j'ajouterai également les accueils de jour sur le secteur. On en a vraiment plusieurs, ce qui permet aux personnes souffrant de troubles de quitter leur domicile le matin comme pour aller au travail et d'y revenir le soir comme s'ils revenaient d'une journée de travail. Donc ça permet à l'aidant vraiment de se reposer, de faire tout ce qu'il a à faire. Et quand on se retrouve le travail, on a plein de nouvelles choses à se raconter. C'est le travail ou le club, ça dépend, suivant les personnes et la définition qu'elles peuvent avoir. Les conséquences que l'arrivée donc d'une pathologie peut avoir sur votre famille et vos relations sociales sont diverses et variées. Au niveau de la famille, il va d'abord falloir réorganiser la vie du quotidien, que ce soit avec son parent ou avec son conjoint. Comment occuper son proche toute une journée? Une journée, ça peut être très très long, surtout quand on est inquiet, qu'on est fatigué et qu'on doit répondre toujours à la même question. Alors, l'idéal serait, mais là mes collègues vous en parleront tout à l'heure parce qu'on est totalement complémentaires sur ces propositions-là, serait d'établir un programme d'occupation. Ces occupations doivent être régulières, c'est-à-dire que chaque jour, elles doivent reprendre à peu près le même parcours. Elles doivent être répétitives, mais non monotones. Alors là, il faut être un peu créatif. Il faut effectivement avoir identifié des compétences maintenues de la personne. Vous pouvez penser qu'elle a encore des compétences, mais il faut quand même avoir identifié gentiment qu'elle les a effectivement encore pour pouvoir éviter de mettre la personne en difficulté. Les activités, elles doivent être surtout plaisantes, non infantilisantes et quand même avoir un objectif. S'il n'y a pas d'objectif ou c'est juste de l'occupationnel, vous pouvez très vite vous retrouver face à un refus. Le refus, vous pouvez l'avoir aussi suivant l'humeur du jour. On est d'accord? À ce moment-là, on ne se bloque pas sur la situation et on peut reprendre un quart d'heure plus tard ou le lendemain. Il est effectivement possible d'avoir des refus, même si on a validé les compétences maintenues. L'idée étant de vraiment d'intégrer un cadre rassurant sur une journée. Les activités recommandées. Alors, les activités du quotidien. Plier le linge, mettre le couvert, ordonner les couverts, vérifier que le facteur est bien passé. Voilà, ce sont plein d'obligations qui ont vraiment un sens dans l'organisation de la maison. Si ce n'est pas fait, la maison peut vite tourner un petit peu bancale. Les activités d'expression. Alors là, je vous en parlerai tout à l'heure puisque c'est un peu mon domaine. Et puis, les activités physiques. Toutes ces activités apportent un bénéfice, que ce soit sur la santé, sur le sommeil, sur l'appétit, sur l'anxiété, la sensation de bien-être et également un bénéfice sur le fonctionnement même du cerveau.
Les conseils pratiques que nous pourrions vous donner à ce moment-là, c'est effectivement ne pas oublier quand vous mettez en jeu une activité, le plaisir, de donner du sens à cette activité, valoriser les efforts que la personne peut faire. C'est bien, c'est mieux qu'hier, voilà, continue. Faire en même temps, c'est vrai que si on fait en même temps, ça donne encore plus de sens, on entraîne, et puis on peut avoir aussi un effet miroir dans l'activité. Et surtout, éviter l'épuisement. Il faut être attentif aux premiers signes d'épuisement, de fatigue, pour que la personne, effectivement, ne s'épuise pas, ne chute pas, éventuellement, enfin, suivant les activités proposées. Cette notion d'épuisement, on l'oublie souvent, mais elle est très importante. Élément suivant, assurer la sécurité et l'environnement. Le docteur Koumoul l'a évoqué effectivement tout à l'heure. Votre lieu de vie est tout à fait adapté à votre vie jusqu'au jour où un diagnostic est posé. Et là, il faut voir votre maison d'un œil différent. Adopter un style de vie ordonné pour faciliter les repères. Cela signifie que les pièces où il y a de la pagaille, si votre pièce de vie est une pièce où il y a beaucoup de pagaille, ça peut être un peu perturbant. Souvent, le reflet de l'environnement est le reflet que va ressentir également la personne dans son esprit. Donc plus l'environnement sera ordonné, plus la personne aura des repères facilités et elle aura effectivement un cadre rassurant et l'impression d'avoir son esprit un peu plus ordonné. Identifier les zones de danger et les protéger. Alors, évidemment, les ouvertures, les fenêtres qui ne sont pas éventuellement protégées par des barrières, les portes. Les risques d'explosion, je pense notamment aux bouteilles de gaz avec les gazinières en intérieur. Les risques de brûlure, le grille-pain, les plaques de cuisson électriques, les robinets d'eau. On peut se tromper et mal fermer le robinet d'eau. Et on peut même éventuellement, sans faire exprès, laisser le gant au fond du lavabo. Donc là, il y a régulièrement des inondations dans des domiciles et des risques de chute derrière. Voilà, donc tout est compliqué. Donc vérifier effectivement comment on peut protéger les robinets. Les escaliers sont des risques de chute importants. Comment peut-on les protéger avec des barrières à l'entrée, à la sortie, également pendant l'escalier lui-même. Les médicaments sont nos meilleurs amis, mais parfois ils peuvent être nos pires ennemis s'ils ne sont pas pris correctement ou s'ils sont pris plusieurs fois dans la journée parce qu'on ne se souvient plus si on les a pris. Les produits ménagers peuvent également, par rapport à leur couleur, être pris pour autre chose de totalement alimentaire. Et il y a un moment, on peut très bien ne plus faire attention à ce qu'il est marqué sur le flacon. J'imagine que vous ne faites pas forcément attention s'il y a marqué Ajax sur votre bouteille quand vous prenez un produit, parce que vous avez l'habitude que c'est cette forme-là de bouteille et vous l'utilisez tel que. Eh bien, ça sera la même chose. Cette bouteille-là, par rapport à la couleur, par rapport à la forme, elle pourra rappeler la bouteille de lait, la bouteille de jus d'orange, et on peut éventuellement ingérer des produits ménagers. Connaître les troubles à venir de votre proche peut également vous permettre de mieux les prévenir. Les déambulations du jour peuvent également peut-être être à un moment des déambulations nocturnes. Comment sécuriser ces déambulations nocturnes quand vous vous reposez? Peut-être des petites lampes au sol peuvent permettre justement de guider la personne jusqu'à son fauteuil dans le salon ou jusqu'aux toilettes en évitant des chutes. Donc effectivement, prévenir les chutes là aussi. Les fringales, alors il y a des moments, il peut y avoir des grosses fringales, le jour ou la nuit. Donc le placard des denrées alimentaires ou le frigidaire peuvent être mis effectivement un petit peu en sûreté parce qu'il faut un quart d'heure ou une demi-heure pour vider un frigidaire quand on a très très faim, quand on croit avoir très très faim. Sécuriser les clés. Alors, il y a parfois, effectivement, la nuit, des choses particulières qui peuvent s'effectuer, mais le jour aussi, quand vous partez faire vos courses, où toutes les clés sont ramassées au cas où et impossible de remettre la main dessus. Donc vraiment, privilégiez un endroit qui vous est personnel pour mettre tous vos doubles de clés ou enlever toutes les clés des serrures. La même chose également pour les véhicules. Les clés des véhicules, à un moment, peuvent être un peu compliquées. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc là aussi, mettez-les dans un autre endroit que là où elles étaient mises jusqu'à présent. Le compte bancaire, également, il faut être attentif à cela. J'ai dans les personnes que je peux suivre une personne qui sort toujours avec sa carte bancaire et qui se souvient très bien du code et qui retire à chaque fois qu'il va chercher du pain 200 € et qui donne les 200 € sur le chemin entre la banque et la boulangerie.
c'est très compliqué pour la famille financièrement. Vous comprenez que voilà. Voilà. Donc effectivement, le compte bancaire, il ne faut pas l'oublier aussi, il faut le protéger lui aussi. Étiquette vêtements. Votre proche peut, lors d'une promenade, où tout allait bien jusqu'à présent, un jour avoir la difficulté pour rentrer chez vous. Et il ne sait pas comment rentrer au domicile. Si vous avez prévu peut-être sur son blouson, son nom, un numéro de téléphone, il pourra peut-être effectivement l'indiquer à la personne qu'il va rencontrer, à qui il va demander de l'aide. Voilà, ça c'est mon nom. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aider la personne avec des petites astuces comme celle-ci. La vie de l'aidant est bouleversée, on l'aura compris, par rapport aux responsabilités avec un S, la charge mentale, émotionnelle et physique qu'elle va devoir endurer, l'isolement qu'elle va rencontrer, la fatigue aussi qu'elle va engrammer au fur et à mesure, l'incompréhension qu'elle peut avoir vis-à-vis de son proche. Il y a des moments où on peut très bien ne plus se comprendre et le proche ne peut vraiment nous en tenir rigueur. Il y a plein de questionnements qui peuvent arriver effectivement aussi. Donc là, les équipes de soins sont là pour y répondre. La solitude, c'est un vrai problème. Peut en faire naître un mal-être. Et puis cette vie sociale qui est de plus en plus limitée. Limitée. Voilà pour ma partie. Pardon. Donc maintenant, Sébastien va vous parler de la stimulation cognitive par rapport à ce qu'il fait auprès de nos résidents. Bonjour, donc je suis Sébastien Saillard, éducateur sportif en santé physique et mentale. Je parle assez fort, c'est bon? Non, hein. Alors plus fort, ok. Donc j'interviens ici depuis 2012 et l'objectif c'est de créer des connexions neuronales. En fait, lorsqu'on stimule le cerveau, le chemin que suit le message est plus intense, en fait, il s'approfondit. Et donc, du coup, l'idée, c'est de permettre, en fait, de développer, en fait, les connexions neuronales, tout simplement. Donc, en fait, on a à peu près 1000 milliards de neurones, en gros, et on a cru jusqu'en 98 que c'était un capital, en fait, à la naissance, et puis il se diminue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et en fait, non. Donc, c'est quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure. Voilà. En fait, l'idée, c'est... voilà, c'est passé là, déjà. C'est pas ça. Donc, en fait, comment créer au maximum de connexions neuronales pour, justement, développer la partie cognitive? En fait, pour ça, on a besoin de confiance, en fait. Voilà, en étant en confiance. L'idée, dès le début des ateliers, il y a pas mal de personnes qui participent. Et l'idée, c'est dès le début d'expliquer comment, en fait... Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon truc. Voilà, d'expliquer, en fait, comment ça fonctionne en gros. Et je vais y arriver. Voilà. En fait, ce qui facilite, en fait, le travail, ça va être... En fait, on effectue tous les jours en fait des connexions neuronales à travers les apprentissages. Et donc les apprentissages, ils sont simples en fait. L'idée c'est de réciter des fables de La Fontaine, donc d'avoir des anciens. On travaille sur des savoirs anciens, de créer aussi de nouvelles choses avec des ateliers avec des lettres style le mot le plus long. En fait, on met une dizaine de lettres au tableau. Et à partir de là, les participants cherchent à faire des mots avec, en fait. Et donc, on se rend compte au début qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et finalement, au bout de quelques instants, le cerveau se met en route et ça s'adapte et ça répond. Et donc, l'idée, c'est de mettre chacun en confiance par rapport à ses capacités. Et en fait, on se rend compte que lorsque je crée en fait lorsque j'arrive en fait dans mon activité à faire quelque chose, du coup, je me mets en confiance et c'est comme pour le sportif qui a besoin d'être assuré sur ses compétences pour justement arriver à donner le meilleur de lui-même. Donc voilà. Alors les activités, c'est ça.
Les activités, donc on travaille sur des anagrammes. Par exemple, on prend 4 lettres A, M, R et E. Donc allez-y si vous... Voilà, donc il y en a 4 en fait. Arme, voilà. Mar, amer, voilà. Donc voilà l'idée. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On fait travailler notre cerveau. Et donc, je me suis rendu compte que, par exemple, le fait d'apprendre des fables de La Fontaine comme le corbeau et le renard, en fait, ça va chercher des savoirs anciens et ça nous met en fait en confiance pour de nouvelles choses. Par exemple, le fait de réciter l'alphabet à l'envers ou de 2 en 2. En fait, c'est des choses, je ne pensais pas que c'était vraiment simple. Et du coup, même des personnes, des experts de la vie, on va dire, les plus anciens, ils doutent au début de leur capacité. Et finalement, en fait, ils arrivent à vraiment à se dépasser et donc à se rendre compte de leur capacité. Et à partir du moment où ils se rendent compte de leur capacité, on peut arriver à développer plein de choses, en fait. Mais le truc, c'est plus l'action, moi, que l'explication. Mais bref. Voilà. Hop. Et le dernier... Alors voilà, oui c'est ça. La première des choses c'est ça, c'est qu'en fait, selon les socio-cognitivistes, en fait, l'image de notre capacité à faire une action est plus déterminante pour cette action que la réelle capacité à l'exécuter. Alors je sais pas si... En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Et donc si on est en confiance et qu'on se pense capable de faire la chose, on est capable après de la faire en fait. Voilà. Et c'est la même approche que pour les athlètes, c'est-à-dire que... Pour moi, il y a 80% de mental pour une performance. Alors, Usain Bolt, qui vous voulez, André Agassi, tout ça. En fait, il y a une grosse partie mentale. Et donc, si on développe cette partie mentale, on arrivera à donner le meilleur de soi-même. Et voilà. Et dans la confiance, il n'y a pas mieux que ça. Hop. Et là, peut-être... Je me rends compte, ouais. Peut-être en fait qu'on pourrait réciter par exemple une fable de La Fontaine qui est le corbeau et le renard, et après M. Coumeau pourra nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Ça vous va ou pas? Je sais qu'il y en a quelques-uns. Donc Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Et dit: « Apprenez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, monsieur Coumeau? Oui, c'est certainement c'est une mémoire, on ne se souvient plus quand on a appris, c'est quelque chose de bien inscrit, mais le travail du cerveau, ça va être d'aller retrouver cette connaissance. Donc ça fait beaucoup jouer la mémoire de travail, mettre à la lumière, garder en lumière cette connaissance et... je pense que c'est beaucoup le cerveau frontal, aller rechercher et je pense que, oui, la prise de confiance, réaliser qu'on est capable de redire ça, oui, c'est vraiment le départ, c'est comme quand on amorce une pompe, quoi. Donc, on va donner la parole à Benoît qui va nous parler de l'activité physique et notamment ce qu'il fait sur la résidence. Merci. Voilà, comme l'a dit Patricia, j'interviens sur de l'activité physique. Donc, j'interviens auprès de publics avec des maladies chroniques, situations de handicap, seniors ou simplement pour de la remise en forme. Donc, après en structure, en association, à domicile. Donc sur cette partie, je vais traiter de la prévention et l'accompagnement de la maladie par l'activité physique adaptée. Dans un premier temps, je vais faire le point un petit peu sur la maladie, le contexte actuel, mais très rapidement parce que ça a été déjà traité, sur tout ce qui est aussi traitement
et vraiment après les rôles et les bienfaits en fait, de l'activité physique au quotidien. Donc, comme ça a pu déjà être dit, en fait, la maladie d'Alzheimer elle regroupe tout un tas en fait, de pathologies et nombreuses atteintes en fait, sont étiquetées maladie d'Alzheimer. Donc, dépression, des démences frontotemporelles. Voilà, il y a quand même une amélioration du diagnostic avec les années. Et il y a aussi une fréquence de la maladie, en fait, une augmentation liée à l'âge. Avant 65 ans, il y a 5% des personnes qui sont atteintes. Et après 85 ans, on a plus de 20% des personnes atteintes. Voilà. Donc c'est aussi lié au vieillissement de la population. Donc l'accompagnement de la maladie au niveau des traitements, donc les traitements médicamenteux n'empêchent pas vraiment encore la maladie d'évoluer. Donc il y a une efficacité modérée. Il y a aussi des médicaments psychotropes qui sont utilisés pour les troubles du comportement, mais encore assez mal documentés. Donc il y a des traitements non médicamenteux qui se sont développés comme réponse complémentaire aux traitements traditionnels, donc, qui sont l'activité physique, l'art-thérapie, la réminiscence. L'activité physique, donc, c'est une approche non médicamenteuse qui est la plus documentée actuellement sur le plan scientifique, mais qui est un sujet assez étudié. Elle permet de lutter contre deux types de conséquences de la maladie, donc qui sont la dégénérescence des fonctions cognitives et les troubles du comportement. L'activité physique peut sembler risquée pour ces personnes ou liée à l'âge, mais on se rend compte qu'il y a une très bonne adaptation à l'exercice physique des personnes atteintes d'un syndrome démentiel, voilà, avec bien sûr adapté aux personnes. Quelles activités sont les plus intéressantes ? Ça va être les activités d'endurance qui montrent, comme la marche, l'ergocycle, qui montrent qu'il y a une meilleure amélioration au niveau cognitif grâce à des activités aérobie type endurance. Les effets observables sur les troubles du comportement, ça peut être immédiat grâce à l'activité physique, donc sur le sommeil, l'appétit, donc un meilleur appétit après avoir fait une séance, un meilleur sommeil aussi des personnes qui ne dorment pas la nuit, quand elles marchent en journée ou font une séance, ont un meilleur sommeil dans la nuit à suivre. Sur les effets donc, vraiment physiologiques qu'on peut observer, donc, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est une amélioration en fait, de la structure du cerveau. Donc une meilleure connexion en fait, synaptique, une augmentation en fait, du tissu cérébral qui permet une meilleure connexion en fait, grâce à l'activité physique au quotidien. Voilà, vraiment sur la structure. Ensuite, une amélioration des performances. Donc l'activité physique, elle améliore le débit sanguin et permet une meilleure oxygénation du cerveau, du système nerveux central. Voilà. Donc une meilleure oxygénation, le fait de faire l'activité physique dans la journée, c'est très bon même avant de travailler. Le matin, il y a des personnes aussi qui font ça et on a souvent des capacités de concentration qui sont meilleures par la suite dans la journée. Ou en soirée, quand on ne peut pas le matin aussi, ça dépend de l'heure où on embauche. Donc l'activité physique aussi, ce n'est pas seulement le sport, ça regroupe plein d'autres choses. Ça va être les activités quotidiennes comme le ménage, les transports, c'est prendre des transports plus actifs, des fois favoriser la marche pour aller chercher son pain plutôt que prendre la voiture, et qui permettent aussi derrière de se maintenir dans une meilleure santé. Sur les aspects pratiques, vraiment au quotidien, je vais vous donner quelques exemples. Donc la personne qui est malade, si elle est à domicile et qu'elle est plutôt apathique, c'est-à-dire qu'elle fait peu de choses dans sa journée, qu'elle reste souvent assise, vous pouvez donc leur proposer des activités qui sont simples,
et plutôt favoriser les déplacements. Si la personne est apathique, ne bouge pas trop, donc c'est aller chercher le linge, ça va être par exemple de faire la vaisselle debout, des balades en famille, tout ce genre d'activités qui peuvent vous paraître anodines, mais qui ont un impact direct sur leur santé et pour la maladie. Si les personnes, en contrepartie, sont plutôt mouvementées, en fait, déambulent, marchent beaucoup, vous pouvez proposer des activités qui maintiennent l'attention. Ça va être éplucher des légumes, trier des pièces de monnaie, parce que vous avez plein de pièces de monnaie et qu'elles ne sont pas triées. Ça va être aussi plier du linge. Ça permet pour les dents, comme l'a traité juste avant ma collègue, donc d'avoir un peu de répit et aussi d'allier l'agréable à l'utile, voilà, sur le fait d'éplucher des légumes et pouvoir préparer le repas ensuite à deux. Donc ça fait partie aussi de l'activité physique. En structure, ça va être aussi de favoriser les déplacements pour aller au repas, inciter la personne à réaliser elle-même certaines tâches de vie quotidienne. On oublie souvent, voilà, quand on est soignant aussi, on veut faire pour la personne, on veut les aider, mais des fois c'est leur faire du tort aussi que de ne pas les laisser faire un petit peu aussi leurs tâches quotidiennes. Et c'est aussi la mise en place d'activités physiques. Donc, comme c'est le cas ici avec quelques-unes de mes interventions, donc je vous ai mis quelques photos ensuite pour illustrer les propos qu'on vient de l'ensemble des propos qu'on vient de dire. Donc, hop. Donc voilà, un premier exemple, ça va être tout ce qui est travail de renforcement musculaire, donc avec élastique. Donc là, on a deux de nos résidents qui sont là, en train de travailler très durement. Donc voilà, une personne qui tient l'élastique et l'autre qui le tire. Voilà, on inverse. Donc voilà, c'est le petit travail quotidien. Chaque semaine, ils réalisent ces tâches-là. Voilà, un deuxième exemple avec des haltères, tout simplement sur chaise. Voilà, on n'a pas encore fait de concours d'haltérophilie, mais ça va pas tarder, je pense. Ensuite, ça peut être tout ce qui est travail d'équilibre. Donc là, vous avez un exemple, voilà, avec des passages d'obstacles pour travailler la hauteur de pas. Vous avez aussi des pastilles pour tout ce qui est transfert d'appui, donc essayer de transférer un pied puis l'autre sur les appuis. On a souvent tendance à piétiner avec l'âge. Aussi des lignes, donc des lignes pour travailler l'équilibre vraiment dynamique, un pas devant l'autre. Parce qu'on a un polygone de sustentation, un polygone de marche en fait, qui s'élargit avec le temps. Et on marche voilà, en piétinant et en ayant les pieds un peu écartés. Donc là, ça permet de travailler ces compétences-là. Ensuite, travail aérobie, donc avec voilà, un genre de petit vélo portatif. Et quelques exemples aussi de jeux collectifs. Donc là, par exemple, c'était du hockey sur chaise, avec des ballons. Et voilà, c'était assez sympa. Ça, c'est dans une autre structure. Pour conclure, on peut dire que l'activité physique régulière favorise une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes, mais aussi de leur entourage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais... Donc on va finir l'intervention avec Laurence qui va parler de l'art-thérapie. Dans les activités physiques, il y a effectivement aussi les activités artistiques et d'expression. L'art-thérapie est une pratique qui utilise le potentiel d'expression et de créativité d'une personne avec des fins psychothérapeutiques pour aider effectivement à construire des nouveaux repères de vie. Alors, c'est une définition complexe, mais je me devais quand même de vous la donner. L'art-thérapie est une discipline donc paramédicale et elle est sanctionnée par un diplôme de l'université de pharmacie et de médecine. Moi, pour mon cas, j'ai eu mon diplôme à la faculté de Poitiers. L'art-thérapeute donc fait partie du personnel paramédical et de l'équipe pluridisciplinaire. Les principes fondamentaux de cette pratique vont viser donc à utiliser le potentiel d'expression et de créativité, comme je vous le disais tout à l'heure, mais d'une façon un petit peu spécifique. Alors,
si on regarde un petit peu plus près l'art-thérapie, donc je vous l'ai dit, une profession paramédicale, mais pour autant, elle est méconnue en France, bien qu'elle existe déjà à peu près depuis une trentaine d'années. Elle a surtout été développée au sein des hôpitaux psychiatriques. Le soin art thérapeutique ne demande absolument aucun bagage artistique particulier. Cependant, il est essentiel que la personne donne son consentement. Il faut qu'elle soit effectivement consentante pour pouvoir intégrer un parcours. Les séances sont totalement personnalisées et peuvent avoir lieu soit en individuel, soit en collectif. C'est ce que j'ai mis en place dans cette structure. Les séances permettent donc d'utiliser des techniques douces et reconnues par le corps médical et paramédical, parce qu'on va utiliser en fait dans les techniques d'art-thérapie les 5 sens. Alors, les 5 sens, quoi qu'il nous arrive dans la vie, on les a toujours, et c'est ce qui nous permet d'intégrer l'information et ensuite de la traiter. Donc, on va utiliser justement en art-thérapie le même cheminement pour faire passer justement un message avec un objectif bien spécifique, qui peut être, par exemple, suivant l'évolution des pathologies, l'apaisement, voilà, peut-être la créativité aussi, et puis le mode d'expression, pour les personnes qui n'ont presque plus de langage ou qui ont besoin d'exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur, comme l'exprimaient tout à l'heure les personnes. Alors, moi j'utilise, pour l'avoir expérimenté depuis pratiquement 10 ans maintenant, l'écriture thérapeutique, là plus dans le cadre de séances individuelles, quand on est sur une problématique bien particulière, par exemple une problématique de deuil. Quand on arrive en institution, on n'a pas forcément prévu d'y arriver. On y arrive parfois après une chute, un événement particulier, et le corps médical vous annonce que vous ne pouvez pas retourner chez vous tout seul. Donc là, l'arrivée en institution se fait. Donc c'est un vrai deuil de vie, un vrai deuil de sa maison, éventuellement un deuil de son conjoint et des petits animaux qui peuvent vivre à la maison. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire avec l'écriture thérapeutique autour de ce deuil. On peut faire également un travail d'écriture thérapeutique un peu plus collectif sur un mot qui nous est un petit peu plus commun, par exemple l'amour. Et à ce moment-là, on va travailler d'une façon particulière le mot amour. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi, j'ai mes 2 fils conducteurs, les 5 sens, mais les couleurs. Les couleurs se passent assez bien à l'esprit, comme les chiffres d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le loto. Les couleurs, quoi que nous ayons dans la vie, les couleurs nous accompagnent. Il y a des couleurs qu'on aime porter, des couleurs qu'on aime regarder. Et donc, j'aime beaucoup utiliser justement les couleurs émotionnelles pour nous guider à changer volontairement les émotions ou l'état d'âme dans lequel on est. Donc là. Par exemple, mes collègues sont habillés en bleu. C'est une parfaite couleur, justement, pour communiquer une vraie clarté d'esprit et avoir un discours qui vous est propre. D'ailleurs, les médicaments sont souvent avec une note bleue, parce qu'elles vont rassurer. L'écoute musicale est également une pratique que j'utilise beaucoup. Je ne vous ai pas pris en référence. L'écoute musicale est une pratique que j'aime particulièrement utiliser en groupe, parce qu'on n'en est pas forcément tous au même stade, si tant est que nous soyons atteints d'une pathologie, mais on ne l'est pas forcément. Donc l'écoute musicale permet de mettre tout le monde au même niveau. Et même si on n'a plus la capacité de chanter, ou si on n'a jamais chanté, eh bien, il y a quand même des musiques que l'on aime écouter et des chansons que l'on aime écouter qui ont la particularité, justement, d'éveiller des émotions et de nous permettre d'exprimer des émotions dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est-à-dire réminiscence d'il y a quelque temps, d'il y a quelques années, et en parallèle, expression de notre monde intérieur. L'écoute musicale, moi je la pratique d'une façon un peu particulière. J'aime emmener en voyage les résidents pour les sortir du monde dans lequel ils sont. Voilà, peut-être dans le monde du corps, mais également l'environnement dans lequel ils sont. Donc je les emmène en voyage musical avec à chaque fois une thématique particulière. Donc, il y a quelque temps, pour la nouvelle année, nous sommes allés passer le réveillon à Vienne et nous avons assisté à des valses de Vienne, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y a eu plein d'autres événements. Chaque séance est différente. L'art-thérapie permet vraiment une détente du corps et de l'esprit. Il faut un petit moment d'intégration dans la séance et très vite, on laisse
les douleurs du corps de côté, et vraiment, on a lâché prise de l'esprit, et notre cerveau un petit peu plus imaginaire prend le relais. Et ça lui fait du bien parce qu'effectivement, on a plusieurs cerveaux, on l'a vu tout à l'heure, mais si on voulait schématiser, il y a le droit et le gauche, et il y en a un qui est très dominant par rapport à l'autre, et notre cerveau, justement, le plus écrasé, est notre cerveau imaginaire et créatif. Et quand on lui donne enfin la parole, eh bien vraiment, on met le doigt directement sur le bouton bien-être. J'ai eu l'occasion également dans certains ateliers, notamment dans le cadre des Géronto Challenge, avec une collègue APA, de mettre en place également des programmes un petit peu particuliers, notamment les chorégraphies. Alors on en voit beaucoup aujourd'hui sur Internet, ça circule. Mais avec donc une collègue APA, à chaque Géronto Challenge, avec les résidents que nous emmenons, eh bien, nous mettons en place donc un discours, c'est sûr, obligé, et puis également une chorégraphie sur des musiques plutôt très actuelles que nous choisissons ensemble. Et ça donne quand même des choses assez originales. Alors, je n'avais pas leur accord pour vous les présenter, mais on se produit également à l'extérieur, et je suis assez impressionnée de voir, mais ça je crois que tu diras la même chose, de voir combien l'esprit compétiteur revient très très vite dès qu'il s'agit de challenge et dès qu'il s'agit de se présenter en public. Moi, je suis assez réservée, assez timide. J'ose toujours avec difficulté, mais alors là, je suis assez surprise de voir combien c'est le groupe qui m'entraîne. Oui, on y va. Et puis on se déguise, bien sûr, cette fois-ci, mais bien sûr. Voilà, donc dans les séances que je peux proposer, il peut y avoir aussi des chorégraphies, effectivement. Alors assises, on n'est pas obligé on peut très bien danser assis. Voilà, et pour autant, les proches qui se sont joints à nos groupes de chorégraphie, à la fin de la séance, ils avaient arrêté de faire du sport à l'âge de 50 ans et ils disaient « c'est dur ce que vous faites, c'est quand même d'un haut niveau ». Donc pour vous dire que vraiment le sport adapté, les pratiques physiques adaptées qu'on peut proposer sont loin d'être de l'occupationnel. C'est vraiment des pratiques qui s'appuient sur des études et des validations médicales, parce qu'il y a effectivement pas mal de recherches, et la motivation et l'entrain de nos résidents sont vraiment notre plus belle récompense. Merci de votre attention.